Cet épisode de Mythbusters va vous en mettre plein la vue. Des toilettes sont des toilettes, non? Un petit nouveau va faire une entrée fracassante dans l'équipe. Alors, comment des toilettes peuvent-elles exploser? Il tient toujours la cigarette. Il y a du latex dans l'air pour élucider un mystère météo vieux comme le monde. Adam et Jamie ciblent également le mythe de la balle magique. Mais qui sont les démasqueurs de Mythbusters? Il me manque un sourcil. Adam Savage J'adore voir Adam souffrir. et Jamie Heineman. Faut que ça pète. À eux deux, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans la création d'effets spéciaux. Plutôt sexy, non? Ils ne se contentent pas de rapporter les mythes, Adieu, monde cruel. ils les mettent à l'épreuve. Apparemment, quelqu'un a acheté des produits inflammables dans des toilettes. De l'insecticide, de l'essence, ce genre de choses. Il existe plusieurs variantes de ce mythe. Alors, le mari va aux toilettes, s'installe, fume une cigarette et la jette dans la cuvette entre ses jambes. Ça explose en lui grillant les parties sensibles. Cabine à explosion à la rescousse. Voilà qui ne devrait poser aucun problème à nos deux démasqueurs de Mythbusters. Il suffit d'acheter des toilettes, d'y balancer tout un assortiment de combustible, d'y jeter une cigarette et place au feu d'artifice. Toi qui t'y connais en toilettes qui explosent et en gaz combustible, quel problème va-t-on rencontrer à ton avis? J'essaye d'envisager les différentes façons de faire sauter ces toilettes. Peut-être qu'il suffira d'un peu d'essence ou même d'insecticide. Sinon, il y a une foule d'autres produits qu'on pourrait y mettre. Pour le bouquet final. Exactement. Quoi qu'il arrive, on va les faire sauter, ces toilettes. Ok, parfait. Première étape, la casse pour y trouver des toilettes. Rien de plus facile, me direz-vous. Il y a moins d'eau dans celui-là. Mais Jamie fait le difficile. Les explosifs étant plus lourds que l'air, ils vont stagner dans la cuvette. Donc, plus la cuvette est profonde, plus l'explosion sera forte. Tout ça, ce sont des détails. Des toilettes sont des toilettes. Regarde, il n'y a même pas de couvercle. Pour la modique somme de 30 €, Adam et Jamie ont leur toilette. Heather Joseph Whitham, spécialiste en mythes urbains, a compilé de très nombreux témoignages de toilettes qui explosent. Cette histoire circule depuis très longtemps. Dès les années 30, elle commence à apparaître dans la presse. Tout cela découle vraisemblablement d'un gag rural. Madame sort nettoyer les toilettes extérieures avec une sorte de kérosène ou de pétrole ou tout autre liquide volatile. Puis, papy va se soulager. Il s'installe, il allume sa pipe et se retrouve projeté 2 mètres plus loin. Et là, au milieu des décombres, il se dit « Il faut que j'arrête les faillots ». Jamie projette d'être assis sur les toilettes lorsqu'elles vont sauter. Il en faudra donc plus que son fidèle béret pour assurer ses arrières. En conséquence, il va se fabriquer une combinaison de protection sur mesure avec un équipement de football américain et de la mousse anti-choc. Aïe. Si je dois me faire projeter à travers la pièce, il me faudra au moins ça. Je veux une protection maximale. Ouais. Mais tu sais, Tu vas être comme ça. Vas-y, tire. Mais Jamie commence à avoir de sérieux doutes. Tu t'es fait une armure. T'as un beau costume, mais tu ne veux plus t'asseoir sur les toilettes. Pourquoi? au moment de l'impact, cette mousse va s'enflammer comme du napalm. Et à la réflexion, je crains plus de finir en torche humaine que de faire un vol plané à travers la pièce. Je me doutais bien que tu risquerais de te dégonfler. J'ai donc passé quelques coups de fil et j'ai un plan B très acceptable. Ah, enfin. La nouvelle star de Mythbusters est dans cette boîte. Ah ah, regarde-moi ça. Un mannequin, tout ce qu'il nous faut. Une autre tête vide ici.
D'un poids de 90 kg, ce mannequin de crash test s'est rangé des voitures en 1998, mais non sans avoir laissé sa marque. Oh, pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se met dans le torse. Ah, c'est le ventre. Ok, bon, magnifique. Un vrai G.I. Joe grandeur nature. Ce pauvre mannequin sans cervelle va se faire complètement manipuler. Compte sur moi, ce pantin ne va pas nous voler la vedette. C'est nous qui tirons les ficelles ici. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Et si on l'appelait Urbain? Urbain, pourquoi pas? C'est viril, ça lui va bien. Il n'a même pas d'oreille. Jamie va maintenant doter Urbain d'une main télécommandée pour qu'il puisse lâcher la cigarette. Qui dit mieux? Adam et Jamie ont également dû construire leur cabine à explosion personnelle. Elle est en lexane, un matériau blindé généralement utilisé pour le hublot des avions. Espérons que la cabine survivra à son baptême du feu. À l'intérieur de ces toilettes ô combien publiques, une caméra à obturation ultra rapide fixe la cuvette. Elle filme 1000 images secondes, soit 40 fois plus qu'un caméscope standard. Et plus il y a d'images par seconde, plus le résultat final est lent. Caméra normale, caméra ultra rapide. Parfait. Ça va le faire. Ça va le faire. Il fait déjà très chaud dans la cabine. Une forte température permettra au combustible de s'embraser plus facilement. La cabine devrait pouvoir contenir l'explosion sans problème, mais toujours prudente, notre équipe a appelé du renfort. Vous connaissez ce mythe? Non, des soucis de toilette, d'accord, mais jamais à cause d'une explosion. Une chute plutôt. Une chute. Jamais à cause d'une explosion. Le capitaine des pompiers de la ville va chapeauter les opérations. Nous l'avons conçue nous-mêmes, elle est couverte de fibres de carbone. C'est du solide, et elle est également bien fixée au sol. Il y a deux parties, donc en cas de grosse explosion, ça s'ouvrira comme une fleur. Autrement dit, rien ne la maintient. Non. Vous allez commencer par quel produit? On n'a pas d'ordre précis. En commençant par le moins inflammable. Ouais. On verra mieux la progression. Est-ce que ça fait vraiment une différence de jeter une braise ou une vraie flamme dans un combustible? Tout dépend de la taille de la braise. Donc une cigarette peut s'enflammer. Bien sûr, oui, si elle est allumée. Combustible numéro 1. Lac Mistbuster, mon secret de beauté. Combien j'en mets? Dans le mythe, l'aérosol reste bloqué. Et comme la femme ne savait pas quoi en faire, elle l'a vidé dans les toilettes. Donc tu peux y aller, mets le paquet. Dès que tu tournes de l'œil, tu sors. Ok. Un détecteur mesure le niveau de vapeurs inflammables dans la cabine. Il y a une bonne dose de gaz combustible là-dedans. Pareil à la mise à feu. Quelques mots pour la postérité? Largage enclenché. Bravo. Ok, 3, 2, 1, go! Le bide. Rien de très détonnant. Passons au produit suivant, l'insecticide. Allez. C'est parti. Ces toilettes en porcelaine tiennent le choc.
Il semble que la braise de la cigarette ne dégage pas suffisamment de chaleur pour embraser les hydrocarbures. On reproduit les paramètres du mythe à l'identique. Cigarette allumée plus insecticide. Ce n'est pas comme si ces braves gens avaient tenté de créer un mélange détonnant optimal. Insecticide plus cigarette, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus inflammable. Et puis ce n'est qu'une braise. Ce serait mieux avec une vraie flamme. Prenons quelque peu nos distances avec le mythe. Une flamme ferait-elle plus d'étincelles? Encore un coup d'insecticide. Si là ça ne marche pas, c'est cuit. Patience, on n'a pas brûlé toutes nos cartouches. D'accord. Cette fois-ci, Jamie met le paquet. Le détecteur s'emballe. C'est parti. Go. Elle est tombée dans la cuvette? Oui, ça fait un petit psh. On est encore loin des feux de la Saint-Jean. Ça a fait psh. Testing 1, 2, 3. Et si nous réchauffions tout ça au butane? Elle y est? Oui, mais il s'est rien passé. Bon, allumette en feu. Go. Boum. Enfin. On n'avait pas de quoi se faire éjecter. Tu ne penses pas? Non. Moi non plus. Le mythe paraît bien peu plausible, mais attention, on n'a pas essayé l'essence. S'il te plaît? J'adore. Comment une cigarette tombant dans une flaque d'essence pourrait-elle ne pas provoquer une réaction? Il faudrait préparer une serviette mouillée au cas où l'extincteur ne fonctionne pas. Enfin, madame, on ne jette pas d'essence dans les toilettes. Prêt? Prêt? Cigarette allumée. Ok, je la lâche. 3, 2, 1, go. Nada. La flaque d'essence a tout simplement éteint la cigarette. Essayons autre chose, une allumette enflammée. Allumage, go. Résultat, une belle frayeur et un postérieur noirci. Mais rien à voir avec l'explosion dont parle le mythe. Alors, à ton avis, assez de force pour expulser quelqu'un des toilettes? Jamais de la vie. Je n'appelle pas ça une explosion. La cabine n'a pratiquement pas bougé. Enfin, le moment tant attendu par l'équipe de Mythbusters. L'heure de l'ingrédient X, la poudre à canon. J'ai là un bidon presque plein de poudre. Vous nous autorisez à en verser dans les toilettes et à y mettre le feu? Oui, bien sûr, allez-y. Vous pourriez faire un essai, voir ce que ça donne. Enfin, nous y voilà. Ça en jette. Ça a fait un super boom. Ouais, c'était génial. J'ai déjà vu ça dans un film. Il est l'heure à présent pour le petit nouveau de faire ses débuts à Mythbusters. Le chef des pompiers a l'air un peu tendu. J'ai envie de tout mettre. Ça va faire trop. La moitié? C'est énorme, ça va péter. Ok, allumette en feu. Elle s'est éteinte? Elle n'est pas sur le papier alu. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Qu'est-ce qu'on fait? On attend 5 minutes et on va voir? 6h09. Patience, Urbain, ton heure de gloire viendra. Tout est bouclé. On peut y aller? Il n'a même pas bronché. Non, rien du tout. Mais son pantalon a été touché. Il tient toujours la cigarette. C'était sympa. Bien joué. Une demi-boîte de poudre à canon n'a pas suffi à déloger notre nouvelle star. Son charme n'en est que plus incendiaire. Ne t'en fais pas, ça arrive. Encore un mythe démasqué. Jamie et Adam explosent de joie.
Un vrai carnage, j'adore ça. Conclusion, quel que soit le combustible, il est impossible d'éjecter quelqu'un du trône. Et leur nouvel acolyte? Il a fait un super boulot. On a mis le feu à ses vêtements et regardez-le, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Bon d'accord, il sent un peu le roussi, mais il a été du tonnerre. Est-ce possible? Adam et Jamie dans un sex shop? Les bras sont entièrement couverts. À quel mythe dépravé nécessitant un tel accoutrement nos deux compères s'attaquent-ils donc? Le mythe dit que courir sous la pluie permet de moins se mouiller. Cela tombe sous le sens. On est moins mouillé si l'on court que si l'on marche. Ça me paraît logique. Mais depuis quand Adam et Jamie laissent-ils le bon sens entraver leurs expériences? Le postulat de départ, c'est que si l'on marche, on reste plus longtemps sous la pluie. Mais seule la tête et les épaules seront mouillées. Alors que si l'on court, tout le devant du corps recevra la pluie. Alors, quel est le programme? On attend le déluge et on va faire un tour? Voilà qui ne ressemble guère à nos deux compères. Non, pour eux, tous les paramètres doivent être sous contrôle. Cela paraît tout bête, mais nous allons devoir faire preuve d'une grande conscience professionnelle. Tu l'as dit, cela paraît vraiment tout bête. Soit, mais il y a une quantité de facteurs à prendre en compte. La vitesse de la pluie, la rapidité de la course, il faut prendre tout cela en considération. Le décor. Un terrain couvert de 30 mètres de long. Adam et Jamie vont le parcourir au pas, puis en courant, le tout sous une pluie maison. Ils porteront les mêmes combinaisons en coton qui seront pesées après chaque essai pour déterminer la quantité de pluie absorbée. Mais bien entendu, le préalable à tout cela, c'est la mise au point de précipitations très précises. La difficulté va être de produire une pluie d'une intensité constante et réaliste. Il nous faut donc la bonne vitesse, la bonne taille de goutte et un espace suffisamment grand pour une course bien régulière. Adam et Jamie ont-ils déjà un pronostic quant au résultat de l'expérience? En marchant, on reste plus longtemps sous la pluie. C'est ton avis? Oui. Juste par principe, je vais te contredire. Si l'on court sous la pluie, on finit plus mouillé. Adam et Jamie vont transpirer, ce qui pourrait fausser les résultats. En conséquence, il leur faudra porter quelque chose sous leur combinaison. Du serré, du moulant. Voilà donc ce qui explique leur flânerie au pays du latex. Vous avez déjà porté du latex? Non, jamais. Ok. Il faut beaucoup de talc, non? Celle-ci s'enfile par l'encolure. Waouh, tout le corps passe par là? Oui, par l'encolure. Il suffit de tirer. Ça ne se déchire pas, c'est du solide. Il faut juste se glisser dedans. En plus, c'est très agréable à porter. On se sent comme dans un cocon. Tu l'essayes tout de suite? Je n'y tiens pas spécialement, ça m'a l'air compliqué. Mais bon, apparemment, on ne va pas y couper. Dehors. Comment tu te sens? Plutôt sexy. C'est fou, mes jambes se redressent toutes seules. Jamie, sceptique au départ, y a vite pris goût. Prochaine étape, acheter des tuyaux pour le déluge maison. Il suffit de bien les visser pour les rendre hermétiques? Non, il faut les sceller avec de l'adhésif. Personnellement, je préférerais utiliser de la colle. Pas de problème, je voulais juste être conciliant. Tu n'avais pas l'air emballé à l'idée de coller tout ça. Adam, spécialiste des effets spéciaux pour les films de science-fiction, est dans son élément. Regarde ça. On s'en sert souvent dans les films pour faire le canon d'un gros flingue. Alors, il nous faut 12 mètres de tuyaux en 1,25 cm et 46 mètres en 5 cm.
Il va falloir placer les sprinklers à au moins 18 mètres de hauteur, si on veut que les gouttes aient la vitesse adéquate. Au bout de 20 mètres, une goutte atteint sa vitesse de chute maximale. Au-delà, la résistance exercée par le vent l'empêche d'aller plus vite. On pourrait se contenter de grimper là-haut et d'arroser, mais la vitesse ne collerait pas, ça ne serait pas comme de la vraie pluie. Plusieurs études ont déjà tenté de déterminer s'il valait mieux flâner ou se hâter sous la pluie. Tom Peterson et Trevor Wallace, 2 météorologues, ont mené leur propre expérience au Centre national d'études climatiques en Caroline du Nord. Ils ont tout simplement attendu une grosse averse pour passer à la douche. On a délimité un parcours d'environ 100 mètres. Nous n'avions pas besoin d'une distance exacte parce qu'on ne cherchait pas à calculer la quantité de pluie absorbée sur 100 mètres, mais bien la différence entre marcher et courir sous la pluie. Tom a marché, Trevor a couru. Ensuite, leurs vêtements sont passés sur la balance. Mais pour leur conclusion, il va falloir attendre un peu. Voyons d'abord comment Adam et Jamie s'en sortent. Ironie du sort, c'est le jour où nos 2 compères trouvent le lieu idéal pour abriter leur orage que les cieux se déchaînent. Nous y voilà. Une base navale désaffectée. De l'autre côté de la baie de San Francisco. Il paraît que c'est ici que l'on peignait les avions C-130. Un grand hangar. Exactement. Il est temps de s'assurer que le mécanisme de pluie artificielle mis au point par Adam fonctionne bien. « 60 mètres de tuyauterie avec des sprinklers tous les 2 mètres. Je suis très satisfait de la tournure que ça prend. On a déjà fait la moitié de l'installation et on va finir tout de suite. Il y a suffisamment de points d'attache. Ça a l'air très stable. Si Jamie fait bien son boulot, on ne devrait pas en avoir pour très longtemps. La mission de Jamie, trouver l'eau indispensable à l'expérience, ce qui, même par temps de pluie, n'est pas une mince affaire. C'est tout à fait légal de se raccorder à ces bouches à incendie. Il suffit d'obtenir l'accord des pompiers et d'acheter ou louer un compteur pour mesurer la consommation d'eau. C'est bien joli d'avoir trouvé de l'eau, mais il faut maintenant la conduire à 20 mètres de hauteur. Voilà. Selon les calculs de Jamie, il faudra une pression d'1 kg par centimètre carré pour pomper l'eau. Un jeu d'enfant pour cette pompe d'une capacité de 500 litres d'eau minute, soit 4 kg par centimètre carré. Mais abandonnons Jamie et sa pompe un instant pour voir où en est Adam. Ouf, ça suffit pour l'instant. Voilà qui signifie probablement que l'installation est prête. Les tuyaux en place et l'eau dans la pompe, l'équipe de Mythbusters est pressée de se jeter dans le bain. C'est bon, c'est bon. Non, non, ça va. Comme ça, pas trop. Bien. Et maintenant, quel est le programme? Il faut délimiter les 30 mètres du parcours. On va le baliser avec de l'adhésif. C'est trop court, il faut attacher un deuxième rouleau. Ça fait bien 30 mètres. Ce n'est pas un peu trop long? Juste un chouïa. Certains essais devront compter avec une variante supplémentaire, le vent. Je ne comprends pas ce que tu veux faire. Pourquoi ne pas le placer en fin de parcours ou sur la ligne de départ? Non, non, je vais te faire voir sur un plan. À peu près ici, dans cette direction. Il semble qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord. Il faut placer les ventilateurs le plus près possible du parcours. Pas forcément, c'est la régularité du souffle qui compte, pas l'intensité. Essayons d'abord mon idée. Soit. Évidemment, je vais essayer mon idée d'abord. Tu préfères qu'on commence par la tienne? Pour tout te dire, je m'en moque pas mal. Le but de l'expérience est de reproduire une averse banale, soit une pluviométrie de 5 à 8 cm par heure. Des jauges numériques jalonnent le parcours. Ces appareils sont fabuleux. Parfait pour mesurer les précipitations au sec. C'est parti pour 5 minutes. Impossible de mesurer les gouttes.
En ce moment, on a environ 4 cm et demi de l'heure. On va ouvrir un tantinet les valves et ce sera parfait. Bien, je vais passer quelque chose de plus confortable. Prêt? On ne peut plus près. Plutôt funky, non? Première étape, colorer la pluie. Double, peine et trouble, feu brûle et chaudron bouillonne. Deuxième étape, enfiler les combinaisons. Chacune pèse 757 grammes. Troisième étape, apporter enfin une réponse à ce mystère vieux comme le monde. Top départ. La caméra à obturation rapide de 1000 images secondes capte la moindre des gouttelettes. Adam et Jamie vont parcourir 2 fois la distance en marchant, une fois avec vent, une fois sans. Stop. Chaque prise est minutée, puis les combinaisons passent directement sur la balance. 785 grammes. Rappelle-moi le poids de départ. 757. 757. Bien. 18 grammes de plus. Les résultats sont scrupuleusement notés. Allez, Jamie, à la douche. Tous deux ont mis 18 secondes pour faire le parcours en marchant. Leurs combinaisons ont absorbé quasiment la même quantité d'eau. Mais que se passe-t-il lorsqu'Adam et Jamie passent la vitesse supérieure? Est-ce possible? 798, une sacrée différence. Après course, la combinaison de Adam pèse 14 grammes de plus. Mais revenons à nos météorologues. À quelle conclusion sont-ils arrivés? Notre expérience démontre qu'il vaut bien mieux courir que marcher. La personne qui a couru était 40% moins mouillée que celle qui a marché. Sur la combinaison de Jamie, la différence est moins importante. 793. Il n'en reste pas moins que ces données brutes contredisent directement la science. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Les résultats sont quasiment les mêmes. À peine une dizaine de grammes de différence entre Jamie et moi. Et quand on fera une moyenne, je pense que cela prouvera que, bizarrement, on est plus mouillé quand on court sous la pluie. En rajoutant le facteur vent, la différence est minime, à peine quelques grammes. Quant au résultat, il n'en demeure pas moins le même. 8 cadavres de combinaison témoignent de l'intensité de l'expérience. Bon, on a couru, on a porté du latex, on s'est fait arroser, on a fait des calculs. Passons au résultat final. Verdict. Il vaut mieux marcher que courir. Vraiment? Aucun doute. Sur une distance de 30 mètres, avec une pluviométrie de 5 à 8 cm de l'heure, on a reçu 2 fois plus de pluie en courant qu'en marchant. Alors, mythe démasqué? Mythe démasqué, il vaut mieux marcher que courir sous la pluie. Aujourd'hui, Mythbuster vise très haut. Adam et Jamie se penchent sur le mythe de la balle magique. La balle qui tue sans laisser de traces. Une balle impliquée jusque dans la mort d'un président. Au début de la guerre froide, cette balle magique a fait mouche dans bon nombre de films et de romans. Une balle qui se dissout et qui passe inaperçue. Here's your ammo. This is ballistic H2O. It's an ice projectile, velocity of 3,000 feet per second, and an accuracy of up to 500 yards. No exit wound, the bullet's gonna melt inside the target. Dans le thriller Wanted, recherché mort ou vif, la première dame des États-Unis se fait refroidir par une balle de glace. Voilà un point de départ intéressant. Adam et Jamie vont tenter de fabriquer une balle de glace. Le problème, c'est que le plomb s'adapte à la forme effilée du canon.
ce qui n'est pas forcément le cas de la glace. La balle de glace pourrait se bloquer dans le canon, qui exploserait alors sous la pression des gaz. L'entreprise s'annonce ardue. Adam et Jamie vont devoir confectionner un moule pour la balle, le remplir d'eau, le congeler et enfin tirer leur projectile de glace avec un fusil très puissant. Première étape. Adam sort l'artillerie lourde et envoie un courrier à la CIA. Il veut en savoir plus sur les balles magiques. Ensuite, direction l'armurerie locale. Nos deux compères souhaitent tirer leurs balles de glace avec un Mannlicher Carcano, le fusil utilisé par Lee Harvey Oswald, si l'on en croit le FBI. On a appelé un peu plus tôt pour un fusil de type Mannlicher Carcano. Ce n'est pas exactement le même, mais cela fera l'affaire. Vous savez si on a déjà essayé de tirer une balle de glace avec ça? Non, pas que je sache. C'est un mythe. Donc vous connaissez ce mythe? Oui, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Ça me paraît pas possible. Pourquoi? Parce que la glace, ça fond. Avant d'obtenir une arme en Californie, il faut respecter un délai légal de 10 jours. Donc, retour à la base. On s'est pas mal débrouillé. On a quasiment tout ce dont on a besoin. Chargeur, manuel, entonnoir pour la poudre en cas de fuite, balles. Après leur visite à l'armurerie, Adam et Jamie commencent à prendre conscience du danger. On va manipuler des charges hautement explosives, des engins destinés à tuer. Donc, sécurité avant tout. Dès lors que l'on modifie un fusil, la plus infime variation dans la façon de charger la balle dans la cartouche pourrait provoquer une explosion dans le canon. Donc il y a danger. Facteur X, la poudre à canon. D'après nos informations, à une température de moins 30 degrés, la poudre n'explose même plus. Jamie va donc tenter d'isoler la pointe du corps de la balle. Pendant que Jamie s'attelle à la fabrication du moule pour la balle, Adam, lui, se concentre sur la victime. Vous me reconnaissez? Jamie et moi avons moulé mon visage il y a une dizaine d'années, quand je n'avais pas un poil sur la tête. Le moment idéal pour passer à la postérité, non? Le mannequin va être réalisé en gel balistique, un produit utilisé par le FBI. À base de substances animales, ce gel imite la chair humaine à la perfection. Au boulot, l'artiste. Avant toute chose, le mannequin doit prendre le frais 48 heures. Mais où trouver un congélateur assez grand? Oh, c'est de la gélatine? Exactement. 91 kilos de gélatine. Ça sent bon. Tout simplement la chambre froide du restaurant du coin. Merci beaucoup. Pas de quoi, vous restez déjeuner? La gélatine est en promo. Où en est le moule pour la balle? Je cherche un foret de même calibre que l'ogive. Il serait trop compliqué de couler du caoutchouc autour d'une balle pour en faire un moule. Je vais plutôt percer un bloc d'aluminium que je séparerai ensuite en deux. Une vraie balle se loge dans une cartouche chargée de poudre. Lorsque le doigt appuie sur la gâchette, le percuteur met le feu à la poudre, projetant la balle hors de la cartouche le long du canon. Jamie va donc devoir charger la balle de glace dans une cartouche, ce qui suppose d'en retirer la vraie balle. On n'y voit rien là-dedans. C'est pour une cartouche à percussion annulaire. Une cartouche à ne pas utiliser pour toutes les balles. Mais Adam ne lit jamais les notices. D'accord, j'aurais pu lire les instructions. Mais ça ne m'aurait pas beaucoup éclairé, étant donné que je n'ai aucune idée de ce qu'est une cartouche à percussion annulaire. J'aurais fait mon affaire tranquillement sans me douter du danger. Moi qui ai grandi dans une ferme, je peux te dire qu'avec ça, mon gars, plus de nuisibles. Attention avec ça. Le moule est prêt. Une fois vissé, les deux blocs d'aluminium forment une ogive parfaite. Jamie y verse de l'eau et le plonge dans de l'azote liquide. Parfait, c'est de la balle. Petit problème, comment retirer la balle du moule en un seul morceau?
Bon, elle s'est cassée. Il va falloir mettre un revêtement dans le moule pour que la balle puisse glisser. Elle est fragile et il ne faudrait pas qu'elle se brise avant même qu'on la mette dans le fusil. Alerte rouge. Comment une balle de glace trop fragile pour être extraite de son moule pourrait-elle être tirée sans se désintégrer? Une fois hors du canon, une balle ne décélère pas. Elle est propulsée par l'explosion de gaz chauffé. Peut-on vraiment imaginer qu'un simple projectile de glace survive à de telles forces avant d'atteindre sa cible? Pour le docteur Roger McCarthy, la réponse est non. Cet homme a passé sa vie à enquêter sur les malfaçons en tout genre, depuis le fauteuil massant défectueux jusqu'à des catastrophes majeures. Il a également étudié la théorie de la balle magique, et tout particulièrement la thèse selon laquelle Kennedy aurait succombé à une prétendue balle magique tirée par un second sniper. Mais pour le docteur McCarthy, la balle magique parfaite n'est pas de glace. Elle est en métal creux, rempli de liquide. Une balle liquide concentre toute son énergie à l'intérieur de la cible, sans traverser le corps. Une balle qui traverse un corps de part en part va perdre toute sa force. Ce qu'évidemment tout tueur professionnel qui se respecte cherche à éviter. Après l'assassinat de Kennedy, la thèse de la balle magique a été écartée pour une raison très simple. Le tireur aurait dû être embusqué à droite du cortège. Or, le côté gauche de la tête du président ne présentait aucun orifice de sortie. Cependant, une balle liquide de masse inférieure à une balle classique resterait logée dans le corps de la victime. Grâce à mes expériences, j'ai pu démontrer que l'onde de pression exercée par la balle va ricocher dans le crâne et ainsi expulser toutes les composantes de la balle. Ice projectiles. What do these people think of next? Fruity flavors? Pourquoi pas, en effet? C'est quoi? Imaginez un expert médico-légal surmené. Va-t-il vraiment chercher les traces d'une balle de viande? Bonne journée, chérie. Oui, j'ai fait une balle de viande. C'est bien comme ça qu'on dit, non? Une bonne semelle. La boulette qui tue. Adam en a l'eau à la bouche. Je te parie qu'avec ça, on va faire un carton. Jamie a le feu sacré. Il essaie autre chose. Cette fois-ci, une balle de gélatine. J'ai le nez qui coule. C'est très prometteur tout ça. Regarde comme c'est résistant. N'y touche pas. C'est pas mal du tout, ça. Oui, c'est... À la fois flexible et dur, à la fois country et rock'n'roll. Le facteur est passé. Enfin, la réponse de la CIA. La loi sur la liberté de l'information ne s'applique pas aux dossiers en cours d'analyse par la CIA. Les dossiers susceptibles de contenir des archives correspondant à votre demande ne sont pas accessibles au public. Traduction, ils ont sûrement ce qu'on recherche, mais on ne saura rien, parce qu'ils travaillent dessus. On ne peut pas se prévaloir de la loi sur la liberté de l'information. Demande rejetée. Jamie, si on s'occupait du mannequin? Voyons comment s'en tirent les balles magiques. Alors mon gars, tout va comme tu veux? On va te tirer dessus. Pour s'assurer que tout se déroule dans les règles de l'art, l'une des plus fines gâchettes de San Francisco va surveiller les opérations. Je m'inquiète un peu. Et si le coup ne part pas? Si la balle est trop froide, y a-t-il un risque que le coup parte quand elle se sera réchauffée? C'est une possibilité. Il faudra attendre un peu avant de le désarmer. Attendre un peu, garder nos distances, pas de problème. Par mesure de précaution, un bout de ficelle va permettre d'actionner la gâchette à distance. Voilà une bien belle balle de viande. Modèle unique. Va-t-elle transformer notre mannequin en chair à pâté? 3, 2, 1...
Allons voir de plus près. La balle bovine a explosé, criblant le torse de morceaux de viande ainsi malheureusement que de traces de poudre bien peu discrètes. On dirait que la moitié de la balle n'a pas explosé, ni même pris feu. La détonation n'a pas été très forte. Il faudrait bidouiller un truc plus compact, un truc qui ne se déforme pas dans la cartouche. Bidouiller un truc plus compact? Est-ce bien scientifique? Pourquoi ne pas bidouiller une balle de gélatine? Peut-être serait-elle plus compacte. Grâce à un colorant alimentaire, elle sera bien visible sur le mannequin. Allez les gars, Prêt, allons-y. c'est parti. Parfait, attrape la ficelle. 3, 2, 1... Dans le mille. Bon, ça détonne. Il reste néanmoins un petit problème. La balle de gel a percuté le mannequin à 3 fois la vitesse du son et avec une force de plus de 150 kg par centimètre carré. Pourtant, Enfoncé de 2 cm. cela n'a pas suffi. Si l'on compare les effets de la balle de gel à une balle de 6 mm tirée par un carcano, le gel congelé se révèle bien peu efficace pour un tir à distance. Quelle est la bonne chambre? Mais de plus près et avec un plus petit calibre, les résultats sont meilleurs. C'est le plus concluant pour l'instant. La balle est restée intacte et s'est enfoncée jusqu'à l'os. Oui, mais en tirant à bout portant. Si la balle magique doit être tirée à bout portant, il va falloir trouver une arme moins voyante. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jamie? On le change en fusil? On lui tire dessus comme avec un fusil de chasse. En 1978, un Bulgare passé à l'ouest a été assassiné grâce à un parapluie trafiqué. Georgy Markov was the victim of the most bizarre murder of modern technology, a sophisticated metal pellet fired from an umbrella into his thigh. Analysis showed the poison to be ricin, 70 times more lethal than the cyanide on the right. Le coup du parapluie, ça c'était une idée de génie, et bien plus efficace qu'une balle de glace. Parce que rien n'est moins discret qu'une balle, soit-elle de glace. Elle va forcément attirer l'attention de tous, victimes y compris. Fidèle à sa réputation, Jamie entreprend de fabriquer son propre parapluie-fusil. Une chambre, située dans le manche, sera remplie d'air comprimé grâce à une bouteille de plongée. Fantastique. La balle sera éjectée à une vitesse supersonique grâce à la pression de l'air. Ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait des années à la CIA pour développer une telle arme. Jamie ne dispose que de 3 jours. Je n'ai aucune idée de la vitesse de propulsion que je vais obtenir. Enfin, On a rarement fait plus dangereux que ça pour Miss Buster. Et pourtant, on en a fait. c'est vrai, cette arme est ultra puissante. Il faut être très prudent. Il y a de quoi pulvériser un homme là-dedans. Je suis en train de fabriquer un fusil à ultra haute pression. Il devrait être à la fois simple et sûr. Donc je ne lésine pas sur les finitions. Je ne trouve pas ce que je veux. Je pars de zéro et ce n'est pas simple. C'est très énervant. Je vais essayer une dernière idée. Cela ne me paraît pas très solide. Non, tu as raison. Tout cela est très frustrant pour Jamie. La chambre se remplit bien d'air comprimé, mais elle se vide presque aussitôt. Ras-le-bol, ça prend trop de temps. Quel est le problème? Le problème, c'est un tout petit joint de rien du tout. Il faut que je fasse une pause. D'accord. J'ai perdu toute la journée sur ce truc. Enfin, le parapluie passe au test avec un plomb à air comprimé. Mais il y a un pépin. Adam n'est pas vraiment convaincu. Elle n'a pénétré le corps que de 2 cm environ. À mon tour, comme ça? Ouais. Ça, c'est intéressant. On dirait qu'elle s'est enfoncée plus profondément. 17 cm à peu près. Intéressant. T'as perdu du temps là-dessus. 3 jours, c'est ça? Eh oui.
À première vue, c'est plutôt décevant. Il vient de passer 3 jours sur cette chambre à air ultra puissante, alors que ce simple pistolet à air comprimé est beaucoup plus performant. J'ai 2 heures pour modifier ça. Il faut qu'on puisse le loger dans le parapluie. Adam récupère une bouteille de CO2 et la gâchette d'un vieux pistolet à air comprimé. On va mettre le feu aux poudres. Cartouche de gaz du pistolet. Chargé dans le canon, qui se loge dans la chambre du parapluie. Le coup part de ce côté. Le mécanisme de la gâchette va exercer une pression, comme une bille sur un ressort. Ping! Le fonctionnement est le même. Ok. Pas mal, non? C'est vrai. On va tirer à 30 pas. Toi, moi et 2 parapluies. Mon parapluie est le plus fort. C'est ce qu'on va voir. Tu verras. Tu ne remarqueras même pas que c'est un parapluie, ou plutôt que ce n'est pas un parapluie. En Californie, il est illégal de détenir une telle arme, mais nous bénéficions d'une surveillance policière. Parapluie, pistolet chargé. Tir à bout portant. 3, 2, 1... Waouh! Ça, c'est du tir. La balle s'est enfoncée jusqu'au sternum. Regarde-moi ça. Le projectile est minuscule, mais pourrait facilement contenir une dose de poison. Les 2 parapluies donnent de bien meilleurs résultats que les vrais fusils. Regarde cet impact de calibre 22. Il y a des traces de brûlure tout autour, alors que nos parapluies n'ont laissé aucune trace, juste un trou. Pour un résultat identique. Exactement. Qui dit mieux? Je vote pour le pistolet à air comprimé. Moi aussi. Alors, que penser du mythe de la balle magique? Il semble que toute substance qui disparaîtrait dans le corps de la victime est trop fragile pour être tirée par une arme de forte puissance. Bien. Mythe démasqué? Aucun doute. Qu'en pense Roger McCarthy? Kennedy aurait-il pu succomber à une balle liquide tirée par un second sniper? La réponse est « on ne le saura jamais ». Du moins, pas tant que les archives nationales n'auront pas retrouvé le cerveau du président. Parce qu'il n'a pas été enterré avec le reste du corps. Il a été placé dans un conteneur hermétique et confié aux archives nationales, qui, figurez-vous, ont perdu le cerveau du président.